Bonjour à tous, bonjour Benoît Paré. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui sur cette chaîne, sur ma chaîne. Nous allons parler de ce livre, votre livre, Ce que j'ai vu en Ukraine. Alors, je vais y revenir dans un instant. Vous parlez là des années 2015-2022, puisque vous étiez en mission pour l'OSCE en Ukraine, puisque vous avez fait des missions pour l'OSCE. On va revenir d'ailleurs rapidement sur ce qu'est l'OSCE. Et par ailleurs, vous avez été officier de réserve, vous avez été au ministère de la Défense, donc vous avez une carrière riche et qui montre d'abord la fiabilité qu'on peut apporter à vos analyses, à votre discours, à ce que vous avez vu en Ukraine. On va en parler ensemble et c'est tout à fait renversant, hein, ce qu'il y a dans ce livre. C'est littéralement, mais avec la crédibilité de quelqu'un qui y a vécu, qui y a travaillé et qui le prouve, un contre-récit par rapport à ce qui est déversé dans les médias depuis 2022 et même avant, mais surtout 2022 sur le sujet. On va rentrer dans le détail de ce livre. D'abord, votre livre, j'annonce tout de suite qu'on trouvera un lien sous cette vidéo en description pour se le procurer très facilement et je vous invite vraiment à le faire parce que j'ai rarement lu un livre aussi précis, convaincant et détaillé sur ce sujet-là. Je pense que vous avez écrit un livre de référence, cher Benoît Paré. Voilà, d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre? Est-ce que ça vous est venu finalement pendant la mission ou bien après les événements du 24 février 2022, le début de l'intervention en Ukraine? Et est-ce que vous aviez, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de souvenirs très détaillés, est-ce que vous avez pris des notes en fait tout le long de votre séjour? Est-ce que vous teniez un carnet? Comment vous avez fait pour vous souvenir de tant d'anecdotes qui apparaissent dans ce livre? En fait, déjà en tant qu'observateur sur le terrain, notre mission principale était d'écrire des rapports. Ouais, Donc j'ai moi-même écrit beaucoup de rapports. Donc à chaque entretien que j'ai pu avoir, je prenais des notes. Donc j'avais des carnets de notes qui étaient très remplis parce que j'aime être précis. ça Et se voit. moi-même ensuite, quand j'écrivais mes rapports de patrouille, on appelait ça des rapports de patrouille, je mettais le maximum de détails. Encore une fois, pour ce goût de la précision. Et en fait, pour ne rien vous cacher, j'avais peut-être, de manière plus ou moins consciente, l'idée qu'un jour ça pourrait servir. Mais honnêtement, bon, c'était pas si clair dans mon esprit. Ouais, C'était plus une forme d'instinct qu'autre chose. J'avais aussi conscience de récolter des informations qui étaient à l'époque confidentielles et qui n'étaient évoquées nulle part. Donc j'avais vraiment conscience de l'importance des informations auxquelles j'étais confronté, que je pouvais récolter. J'avais confiance, pas confiance, pardon, mais conscience de l'importance de ce que les gens à qui je parlais me disaient. Euh, et donc pour moi, il était important de documenter cela de la manière la plus rigoureuse possible. Voilà. Donc c'est ça qui motive avant tout. Mais dans le but d'abord d'informer ma hiérarchie de ce qui se passait. Voilà. bien sûr. Sauf que, bon, pour des raisons propres au fonctionnement de l'OSCE, donc l'organisation pour laquelle je travaillais, l'essentiel de ces rapports que j'ai pu écrire, en fait, sont restés lettres mortes, n'ont jamais quitté l'organisation. Ouais, on va y revenir. Et donc, c'était pour moi, avec le temps, une frustration considérable. Euh, C'est ça. Après, on en vient à la raison pourquoi j'ai écrit ce livre. En 2022, on est clairement passé dans une autre dimension avec l'intervention russe. Et là, on sent qu'on est au bord de la Troisième Guerre mondiale. Et on sent ça un peu chaque jour qui passe, parfois de manière crescendo. Et, euh, et je me suis dit qu'il fallait que j'essaye d'intervenir dans le débat public d'une manière ou d'une autre euh, pour mettre sur la place publique tout ce que j'avais comme connaissance sur ce qui était le régime ukrainien à ce moment-là. C'est surtout ça que je connaissais. Et j'ai commencé à le faire dès que j'étais libéré de mes obligations vis-à-vis de l'OSCE, parce que mon contrat a été rompu en fin mai 2022. J'ai commencé à travailler en tant que journaliste sous pseudonyme. Ouais, Alors, je dirais peut-être plus tard ailleurs pour quel média je travaillais à ce moment-là. Euh, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé. Sauf que je me suis aperçu aussi que parce que le média n'était peut-être pas aussi connu que j'aurais aimé, mon discours en fait n'atteignait finalement que relativement peu de personnes.
Donc, j'avais aussi une frustration à ce niveau-là. Et puis un jour, je me suis dit, bah là, c'est le moment de d'écrire un visage découvert pour atteindre le plus large public. Et ça, cette prise de conscience, on est en 2023 pour moi. D'accord. J'ai commencé à écrire le livre en 2023. Je ne savais pas non plus, en fait, vu la masse d'informations que j'avais en moi, je ne savais pas trop sous quel angle en fait présenter tout ça. Et finalement, j'ai décidé de faire ça sous le format du témoignage, de manière Ouais, chronologique. c'est ça. Euh, et donc, voilà, en fait, quand on lit le livre, c'est comme si on me suit, moi, chronologiquement, dans ma découverte de l'Ukraine. Donc, c'est Exactement. quelque chose qui est incarné à la première personne Oui. et qui, au départ, ne se veut pas didactique. C'est pas un pamphlet, c'est pas un essai où j'exprime mes opinions en longueur de page. L'idée, c'était vraiment d'être le plus descriptif possible et que le lecteur, en fait, bah, puisse se faire sa propre idée de ce qu'était l'Ukraine à ce moment-là, à travers mon regard, si vous voulez. C'était ça l'idée. L'idée d'ailleurs cette idée était soutenue par l'éditeur avec lequel j'avais commencé à travailler à partir de juillet 2024. On a travaillé pendant 5 mois ensemble et lui m'a vraiment poussé dans cette direction-là, le plus factuel possible, en mettant mes réflexions personnelles et surtout mes opinions tout à la fin, pour ne pas trop influencer le lecteur en fait. Mais alors justement, vous avez, parce que là finalement vous l'éditez vous-même, vous n'avez pas pu trouver d'éditeur pour le livre, et parce qu'il est trop sensible, trop explosif. En fait, dans les débats que je pouvais avoir avec mon éditeur à l'époque, bon déjà, je trouvais que le livre était trop long. Mhm. Et je peux vous dire que même si le livre que vous avez en main est déjà épais, mais pour moi, c'est 2 livres en un, en fait, hein. 750 Euh, pages. ouais. Mais le manuscrit de départ dépassait les 1000 pages. Vous voyez? Ah oui, Donc déjà, on a beaucoup élagué à l'intérieur. Même avec tout ce que j'ai mis de côté, je peux même faire un autre livre, mais sur un angle qui sera un peu différent. Mais même après ces élagages, on avait toujours des désaccords avec l'éditeur sur ce qui restait dans le livre. Aussi, bon, il avait peur pour sa réputation à sortir le livre, je dois le dire, parce qu'il était relativement mainstream comme éditeur. Il savait que le sujet de l'Ukraine était très touchy, sensible. comme on dirait en franglais, pardon Ouais, pour l'expression, ouais, très sensible, hein, on dirait en français. ouais. Euh, et il savait qu'il mettait sa réputation en jeu en publiant un tel livre. Et ça lui faisait peur. Et c'est ce que je peux comprendre aussi, hein, quand on voit l'ambiance médiatique Ah dans bah notre on pays sait, aujourd'hui. bien sûr. On se doute bien que si on sort quelque chose qui va à l'encontre du narratif dominant, on s'expose à détruire sa réputation. Hein, D'ailleurs, quand est-ce on que est vous déjà. avez envoyé votre livre à des médias grand public? Est-ce que vous avez fait un travail de service de presse? Est-ce que vous l'avez envoyé aux chaînes de télévision, de radio, aux journaux? Voilà, est-ce que vous avez eu des retours? Et Alors, donc pas d'invitation à ma. Enfin, je vous ai vu beaucoup sur des chaînes alternatives, hein. hmm, Vous avez fait d'ailleurs de très ouais. grosses audiences, mais je vous ai pas vu, je crois, à la télévision ou lutte chronique sur votre livre dans les journaux. Si vous voulez, de mon expérience du visionnage des médias mainstream aujourd'hui, du visionnage ou de la lecture, j'ai pensé que c'était même pas la peine de leur envoyer le livre, qu'ils Je n'en crois que vous avez parleraient pas. raison. Voilà. Vous avez économisé de Mais l'argent, à mon avis, à raison. voilà, j'économise du temps et de l'argent, voilà, en m'abstenant de les solliciter en fait, parce que voilà, je pensais que c'était totalement inutile. Et je vous dis cela aussi parce que bon, c'est une petite anecdote que j'ai déjà narrée dans d'autres interviews, donc je vais faire une référence très courte. Mais il se trouve que bon, j'ai à un moment donné rencontré, quand j'étais en Ukraine, un journaliste de la presse mainstream, et là je me suis aperçu qu'en fait, il n'était pas du tout intéressé par des informations qui remettaient en cause le narratif dominant. Vous voyez? Donc partant de là, pourquoi perdre mon temps à leur envoyer le livre? Voilà. Donc si un jour il s'intéresse à moi, bah ok, je veux bien discuter d'une éventuelle interview avec eux, mais bon, pour l'instant, j'ai aucun contact de leur part et je n'en attends pas en fait. Ouais, Mais ouais. bon, sait-on jamais, hein, les choses peuvent peut-être évoluer un jour, qui sait.
bien Mais en sûr. attendant, donc je me suis contenté d'essayer d'atteindre les médias alternatifs, comme on dit. Oui, oui, vous touchez beaucoup de monde et je suis absolument certain, parce que c'est un livre de faits et d'immersion, qu'il va devenir un livre de référence. Je n'ai aucun doute là-dessus. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit, moi, je vous ai noté, hein, je suis un humaniste, je n'avais pas de parti pris, je ne suis jamais allé en Russie, je crois que vous avez dit ça. Et donc, c'est vrai que j'imagine quand vous êtes arrivé pour votre mission 2015, bah, vous n'aviez effectivement pas de parti pris et vous avez découvert des choses assez vite pour l'OSCE, dont on rappelle très rapidement que c'est une organisation internationale qui a pris la suite de la CSCE, qui avait été créée en 73, la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe. 95, c'est devenu l'organisation, donc l'OSCE, qui a un siège en Autriche, à Vienne. Et donc, vous avez travaillé sur le terrain. La France en fait partie, mais la Russie aussi en fait partie. Il y a 57 États et 11 partenaires. Donc c'est un forum intéressant pour justement que des pays qui ne sont pas forcément dans d'autres organisations ensemble puissent l'être cette fois-ci. Et c'est vraiment sur le terrain, c'est très concret. Vous voyez les gens, vous discutez avec eux, vous discutez avec des syndicats, vous discutez avec des partis politiques, on le voit des journalistes, enfin on le voit dans votre livre. Et alors la première chose pour aller dans le vif du sujet, vous avez dû rédiger des rapports, notamment sur l'origine des tirs, puisqu'on rappelle qu'il y a une guerre civile qui a commencé en 2014 par rapport aux régions séparatistes du Donbass, de l'Est du pays. Et vous êtes vite rendu compte que les tirs et les victimes étaient très majoritairement en fait, du côté des territoires séparatistes, aux environs des deux tiers, trois quarts, euh, alors que dans le récit médiatique, on aurait pu croire l'inverse et que vous l'avez écrit dans un rapport de l'OSCE, que c'est le seul rapport qui est sorti tardivement et qu'il n'y en a plus eu un seul ensuite qui soit aussi précis. Ça m'a frappé tout de suite. C'est-à-dire que on a une mission qui doit donner de l'information précise et en fait, on censure très vite l'information. Ça vous a frappé ça, vous aviez déjà vu ça dans une autre mission de l'OSCE. Comment vous l'avez analysé? Non, honnêtement, j'avais pas vu un tel niveau d'autocensure ailleurs, dans toutes les D'accord. missions que j'ai pu faire. Je savais déjà que dans les missions d'observation électorale, il pouvait y avoir des pressions politiques, notamment de la part de l'Union européenne, dans un cas précis, sur notre mission d'observation, euh, C'est quel cas? pour orienter le rapport, si vous voulez. Mais là, C'était quel cas où l'Union européenne a fait une intervention? c'était après une mission d'observation électorale en Macédoine du Nord. D'accord. Mais là, on remontait assez loin. Oui, oui. Mais bon, je savais donc que les pressions politiques étaient déjà possibles, hein, sur notre mission. Et là, cette information dont je vous parle, pression politique de haut niveau, c'était même le chef de notre mission qui nous l'avait dit. Quand on avait une réunion avant de quitter le pays, il nous a dit, voilà, j'ai subi telle pression pour orienter le rapport. Donc, après, même quand vous parlez à des gens d'autres organisations comme les Nations Unies, eux aussi peuvent être soumis à des pressions. Il y a une petite anecdote que je raconte dans le livre où je discute avec un personnel des Nations Unies qui est assez haut placé et qui m'a avoué, voilà, moi je reçois des pressions de la part de mon propre pays pour orienter les rapports sur l'Ukraine. Vous voyez? Euh, et comme quoi, voilà, tous les gens qui travaillent dans ce genre d'organisation sont soumis à des pressions à divers niveaux, en fait. Et surtout ceux qui sont au sommet de la hiérarchie. Bon, quand on est un peu plus bas, on n'a pas de pression directe. C'est une pression indirecte, hein, qui nous Ouais. vient en fait de notre management. Parce que le management subit la pression et ensuite, bah, cette pression redescend sur les gens qui sont en dessous. Ouais, vous dites qu'il y a un Voilà. seul et unique rapport en 2017 de l'OSCE publié sur les victimes civiles. Oui, Il a fallu 7 mois de validation pour ce rapport, c'est même beaucoup. 9 Même mois 9, même. pardon, moi j'avais vu 7. Et le gouvernement ukrainien était en rage qu'il soit publié parce qu'il démontrait que 72% des victimes étaient côté séparatiste et que les rapports de tir, c'était le rapport de 1 à 3 en fait. 25% des tirs venaient des séparatistes et 75% du gouvernement ukrainien. Donc Ouais. on est vraiment dans un récit qui effectivement percute le narratif officiel. Là. Et ensuite, il n'y a plus de rapport, c'est ça. Enfin, vous avez mis globalement les victimes et ça n'était plus. On n'avait pas l'origine des victimes, on n'avait pas l'origine des tirs. C'est ça qui Alors s'est en fait, passé. ce premier rapport auquel vous faites allusion, il était Ouais, collectif, hein, c'était pas ouais, juste mon rapport, j'y ai ouais, contribué, mais bien sûr. en fait, c'était tous les observateurs du Donbass qui appartenaient à ma cellule qu'on appelait la dimension humaine qui ont contribué à ce rapport. Euh, donc voilà, c'est le rapport de l'organisation.
Et le rapport de l'organisation a été désavoué par le ministère des Affaires étrangères ukrainien. Et ensuite, bah, comme vous le dites, on a continué à récolter des informations sur la réalité du terrain, sauf qu'on ne publiait plus de données statistiques euh, concernant qui était, enfin, de quel côté on trouvait le plus de victimes. Voilà. Or, Ce c'est qui essentiel, indique ça. l'origine des tirs de manière indirecte. Bah oui. Euh, Si on dit globalement il y a tant de victimes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt comme information. C'est plus intéressant de oui, savoir l'origine. mais notre organisation s'est contentée de ce message pendant les années qu'on suivit. Et comme je l'ai dit, cela m'avait été dit à l'époque par la responsable de la cellule de la dimension humaine qui nous encadrait, qui avait même elle-même, comment dire, chapeauté ce rapport. Et ça m'a été confirmé par la suite par le chef de mission lui-même. Et il m'a donc, bon, du coup, l'information est pour moi incontestable sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Et quand vous êtes quelqu'un sur le terrain qui voit la réalité, en plus, non seulement on avait une réalité déséquilibrée déjà, mais ça n'a cessé de s'accentuer. Et de voir qu'on gardait le silence là-dessus, pour moi, c'était scandaleux en fait. Donc j'ai essayé en interne de faire prendre conscience à tous mes collègues de la véritable situation sur le terrain, parce que en fait, j'avais accès aux chiffres et je faisais partie des très rares personnes qui avaient accès à tous les chiffres. Et je me suis dit, il faut en faire quelque chose. On ne me l'a pas demandé hein, par la suite de faire ce travail de synthèse jusqu'en 2020. Je le faisais de ma propre initiative. D'accord. Mais bon, on n'essayait pas de m'en empêcher non plus. Donc je continue à le faire. J'essayais d'informer le maximum de personnes en interne. Euh, Sauf que la décision de diffuser ces chiffres en externe était comment dire, aurait été trop risqué pour moi. Je n'avais pas l'autorité de le faire, mais j'espérais que la hiérarchie le fasse. Et si c'était pas la hiérarchie, ben, j'espérais que même peut-être la France puisse le faire. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Mm. Et donc j'ai gardé ces frustrations pour moi pendant toutes ces années, jusqu'au jour bah, où j'ai publié le livre. Voilà. Bien sûr. Donc, quand les gouvernements, par exemple, le gouvernement français a dit plusieurs fois, c'est un complot russe de dire que il y a un gouvernement ukrainien qui a bombardé sa propre population, et qu'il y a eu des morts. En fait, vous dites qu'ils étaient au courant parce que si vous avez l'information, le ministère français des Affaires étrangères, par exemple, a l'information. Même s'ils n'en parlent pas, ils Ouais. savent tout ça. Ben, je peux vous dire que moi, j'aurais communiqué mes statistiques à partir de la fin de l'année 2018. D'accord. Donc, ils savent très bien. Ouais. Ils savent très bien. Donc, le discours qu'ils pouvaient avoir avant bah, n'avait pas l'information que je leur ai donnée. Ouais. Le discours qu'ils ont pu avoir après, ils avaient l'information. Oui, oui. Voilà. Or, ils ont Après, je dit peux pas ça il y a commenter deux plus que trois ans ça. et Hein. ils disent ça depuis Ouais, 2022 et sans, continue, sans ouais. s'arrêter. Vous avez aussi assisté d'ailleurs à des procès de séparatistes et vous avez été assez choqué parce que les règles de l'état de droit, alors qu'on nous présente l'Ukraine comme une grande démocratie, ne sont pas respectées pour eux. Mhm. Alors que ceux qui sont responsables des terribles incendies d'Odessa, on connaît l'histoire, pour eux, vous dites qu'il n'y a pas eu de jugement en fait. Oui, Il y a vraiment un deux poids, deux mesures dans la il y justice. avait clairement deux poids, deux mesures dans les procès en Ukraine. Et ça, on s'en apercevait un peu partout. Alors, moi, au départ, je suivis les procès dans le Donbass, dans l'oblast de Donetsk. J'ai Oui. commencé à Kramatorsk, Slaviansk, ensuite je suis passé à Mariupol. Et on avait deux types de procès. Il y avait les procès contre les séparatistes, où en fait ils étaient tous condamnés, quels que soient les débats. Même si, quand on suivait les audiences, on avait franchement parfois l'impression que les preuves étaient fabriquées de manière grossière. Mais bon, de toute façon, ça arrivait à une condamnation, quoi qu'il arrive. Et à côté de ça, vous aviez des procès contre certains soldats des forces ukrainiennes mais là, on parle pas de petits crimes, on parlait de meurtres. Ils étaient arrêtés, condamnés, enfin non, arrêtés, mais pas encore condamnés pour meurtre, ou alors pour enlèvement, séquestration, torture, enfin vraiment pas comment dire, des actes de petite délinquance, quoi. Et à un Mmh. moment donné, j'ai même eu entre les mains une liste de membres des forces armées ukrainiennes en détention provisoire au centre de détention de Mariupol, et il y en avait 25. Et pour ces 25 personnes, il y avait leur nom déjà, donc il y en avait certains qu'on connaissait parce on suivait leur procès, mais il y avait aussi les articles du code pénal sous lesquels ils étaient poursuivis. Mhm. Et dans 13 cas, c'était meurtre, et dans les cas où c'était pas meurtre, c'était enlèvement et torture. Ouais. Vous voyez? Encore une fois, c'est pas de la petite délinquance. Ouais, Et ouais. et encore, il y avait des cas de personnes accusées de meurtre qui n'étaient pas,
en détention provisoire. Ils étaient en liberté. Et ça, on le savait aussi. Plusieurs cas de gens accusés du crime le plus grave possible, le meurtre, ils étaient malgré tout en liberté, Et pas ils en avaient quoi détention à la fin? provisoire. Ils étaient quand même Et condamnés? moi, du temps où j'étais sur place, je n'ai vu qu'un seul procès de soldats ukrainiens se terminer, et Ah ça s'est ouais. terminé avec 2 ans de détention, non, de prison avec sursis. Ah Voilà. bah ça ressemble à On la parle d'un France. meurtre, On se hein. croirait en On parle d'un France. meurtre, ça se termine avec 2 ans de prison avec sursis. Et puis une amende. Alors c'était un règlement à l'amiable avec la famille. Il devait verser de mémoire 10 000 euros. Non, c'était dollars, 10 000 dollars. Sauf qu'il a versé 5 000 dollars et jamais la seconde moitié. Et de par nos informations, la femme de la personne assassinée n'osait même pas réclamer le reste parce qu'elle disait de toute façon je l'aurai jamais. Et donc je dois me contenter de 5 000 dollars pour la mort de mon mari. Voilà. Et pour la Euh, maison des syndicats d'Odessa qui a été brûlée avec des gens à l'intérieur, il n'y a pas eu de jugement en fait. Et ça, donc la maison pour le massacre d'Odessa du Ouais, 2 mai 2014, en fait, ouais, moi, j'étais pas sur place à ce moment-là, mais je suis allé à Odessa en 2021-2022. Et là, mes collègues m'ont raconté la dynamique des procès sur place et j'ai fait ensuite quelques recherches pour, en fait, confirmer ce qu'on me disait. Et là, vous aviez un certain nombre de personnes des deux côtés, parce qu'il y a eu des échauffourées, en fait, ce jour-là. ouais, Il y a un certain nombre de personnes des deux côtés qui ont été arrêtées. Et vous avez la majorité des gens qui pro-russes qui étaient arrêtés ont tout de suite été mis en détention provisoire. ouais, Or, du côté pro-ukrainien, personne n'a été mis en détention provisoire. Vous voyez, le deux ouais. poids, deux mesures. Ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, alors, les procès contre les pro-russes continuaient, les gens étaient condamnés. En revanche, la seule personne côté pro-ukrainien qui était officiellement accusée de meurtre, son procès n'a jamais été terminé. Et le type était en liberté. Donc voilà, on a un deux poids, deux mesures flagrant. Notre entretien reprend dans un instant avec Benoît Paré, que je trouve absolument passionnant, factuel, précis, et je suis très heureux qu'il soit en entretien sur cette chaîne, et je vous annonce qu'il sera aux Assises de la souveraineté d'Arras, ça y est, il me l'a confirmé, samedi 13 septembre. Plus de 3000 personnes, plus grand événement souverainiste de France. Inscription dès maintenant par le lien sous la vidéo en description. Tardez plus, ça part très très vite. C'est un nouvel invité qui me l'a confirmé. Simplement, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Petit clic gratuit sur s'abonner. Ça aidera à une bien meilleure diffusion de cette interview et de toutes les vidéos de cette chaîne si vous êtes abonné à la chaîne plutôt que pas abonné. Pour vous, c'est juste cliquer ici, c'est gratuit et c'est fait et c'est très efficace. Et évidemment, si vous soutenez tout le travail de cette chaîne, tout ce que nous faisons comme action aux patriotes, et le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France qui est dans l'action permanente, qui lâchera pas le morceau, qui donne la parole à tout le monde, organisé en métropole, outre-mer, à l'étranger, pour des très très belles valeurs de paix, de liberté, d'avenir, de souveraineté, pour notre France libre, éternelle, notre humanité. Alors adhérez dès maintenant. Vous pouvez adhérer ou réadhérer aux Patriotes dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description ou faire un don au mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description. Ils sont là, les liens. Ils vous permettent d'adhérer, de réadhérer ou de faire un don à un mouvement indépendant qui n'a pas de financement public. Je le rappelle, on fait tout ça sans aucune subvention de l'État, pas un centime, ni d'aide des banques, rien. Le système contre nous, mais on lâchera pas le morceau. Vous êtes les bienvenus. Les liens sont également sur les-patriotes.fr, notre site. Allez, l'entretien reprend. Et c'est un peu partout, ce deux poids, deux mesures, ça pourrait résumer un peu tout ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'à un moment, vous reparlez de l'accusation que souvent Poutine mobilise l'argument, on va dénazifier l'Ukraine. Et vous écrivez dans le livre, est-ce qu'on peut parler vraiment de nazisme? Vous utilisez le terme de bandérisme, Ouais. du nom de Stepan Bandera, bon, Hein. qui est un héros aujourd'hui ukrainien, mais qui est quand même un grand collaborateur. Et vous dites en fait, vous écrivez un moment dans le livre, il y a les traces, les marques du bandérisme sont omniprésentes depuis quelques années en Ukraine. Et en fait, vous avez tout un chapitre sur le nationalisme ukrainien mêlé de bandérisme, de néonazisme, hein. Il y a des signes néo-nazis, objectivement, et des noms Et- qui sont réutilisés aussi. C'est hallucinant ce que vous décrivez parce que c'est le régime officiel soutenu par l'Occident qui, à côté, Alors, soi-disant, lutte contre le ouais. nazisme. Qu'est-ce que Mhm. vous avez vu vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment une dénazification à faire de l'Ukraine? Est-ce que c'est excessif? Qu'est-ce que vous avez vu, vous? Qu'est-ce que vous avez vu sur Azov, sur le bandérisme? Qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain? C'est très intéressant, ça. Alors déjà, moi j'ai vu des signes tangibles du nazisme en Ukraine, dans les anciennes bases du bataillon Azov à Mariupol. Oui, Je les ai vus, je les ai même photographiés, hein, et les photos et quelques photos dans le livre, dans le livre. Il y a dans le beaucoup de photos chapitre et de cartes. 6 de mémoire. Ouais. Et sur deux sites différents, hein, vous aviez les croix gammées, le portrait d'Adolf Hitler, enfin bref, des trucs indéniables. Et clair, Et oui. si vous faisiez des recherches déjà à l'époque,
vous trouviez facilement des vidéos des membres d'Azov brandissant des drapeaux nazis, et on pouvait même reconnaître sur une des vidéos un des bâtiments qui était une des bases d'Azov. Ça n'avait aucun doute pour moi, c'était dans le village de Yurivka, à l'ouest de Mariupol. Donc il y avait des néo-nazis purs et durs au sein du bataillon Azov dès le début. Sauf comme me l'a raconté ensuite un officier du bataillon Azov que j'ai rencontré, qui était Mhm. responsable de la sécurité d'une des bases de ce bataillon, enfin qui était devenu une brigade déjà à l'est de Mariupol, il m'avait dit oui, nous avons toujours des nazis parmi nous, mais on leur a demandé d'être plus discrets. C'est texto ce qu'il m'a dit. Vous voyez? Qu'on voit un peu moins de Euh, croix gammées, quoi. voilà. Et après, alors parmi les procès qu'on suivait, par exemple, un des accusés de meurtre, dans une affaire absolument scabreuse, était membre d'un groupuscule qui s'appelait les ours SS et qui se prenait en photo avec le portrait d'Adolf Hitler. Et ce type-là, en fait, était coupable de meurtre, de torture, enfin tout, accusé. Je dirais pas coupable, je dirais accusé, mais il était accusé par un de ses corélégionnaires du même bataillon. Vous voyez? Donc c'était pas n'importe qui était l'accusateur. Et donc ça fait partie des procès qu'on suivait. Donc vous aviez des néo-nazis en Ukraine, de manière claire, et on en trouvait beaucoup dans le bataillon Azov. Peut-être un peu moins après. Mais en tout cas, ces gens-là existaient. Après, pour moi, ce qu'on Poutine entend par dénazification en Ukraine, ça va au-delà des groupuscules nazis, enfin groupuscules, Azov n'est plus un groupuscule, mais ça va au-delà des groupes néo-nazis à proprement parler. Je pense que ce qu'il entend par là, c'est le bandérisme d'une manière générale. Parce que quand on se penche en fait sur l'histoire du bandérisme, comme je l'ai fait, on voit qu'en fait déjà à l'origine, c'est un mouvement très lié aux nazis, hein. Oui, bien sûr. Bandera, en 1940, avait prêté allégeance au régime nazi de Mhm. manière tout à fait officielle. Tout à fait. Il était impliqué avec ses soldats, ses bataillons, dans l'opération Barbarossa et même dans les premiers pogroms anti-juifs à Lviv. Vous Oui. voyez. Donc, et au début, ils étaient complètement de mèche, ils étaient complètement alliés. Et c'est juste parce que Bandera s'est emporté et a déclaré unilatéralement l'indépendance de l'Ukraine que, en fait, ça n'a pas plu à Hitler et donc il a été mis sous arrêt pendant un certain temps. Et ce qui a créé un peu une distance entre les mouvements nationalistes ukrainiens et les nazis, mais sauf qu'ils se sont réconciliés à la fin de la guerre pour lutter contre les soviétiques. Voilà pour l'histoire rapide. Mais quand on regarde l'idéologie du bandérisme, encore une fois, c'est très proche du nazisme en fait. Ah Et oui. il y avait l'idée d'une Ukraine pure, débarrassée de tous les éléments jugés impurs, comme les Juifs, les Polonais, tous ceux qui n'entraient pas dans l'ukranité pure, si je puis dire. Il y avait déjà une définition raciale de ce que c'est qu'un Ukrainien. Oui, oui. Euh, et donc, voilà, pour moi, le bandérisme, c'est la version ukrainienne du nazisme, en fait. Et c'est vrai que vous parlez dans Et, le livre d'une loi de 2015 qui a rendu intouchable leur mémoire, la mémoire des bandéristes. hum, Et, hum, et vous avez dit progressivement, vous avez vu entre 2015 et 2019 une réhabilitation des criminels de guerre, donc de oui, collabos, de nazis, quoi. Et donc ça, encore une fois, vous l'avez vu, l'OSCE l'a vu, il est impossible que les gouvernements français, américains, britanniques, etc., ne l'aient pas vu, ne le sachent pas. On est d'accord. oui, alors, en effet, il y a eu ces lois passées en 2015 par Poroshenko, hein, Ouais. pour rendre intouchables les bandéristes. Mais bon, l'Occident a fermé les yeux quelque part là-dessus. Vous voyez? Mais même, c'est même Comme pire que m'a ça, dit un parce jour un collègue, pardon? si vous me permettez, c'est même pire que ça. Ils ferment les yeux, mais ils Hein. accusent ceux qui en parlent de complotisme Oui, alors ou de aujourd'hui, poutinisme. voilà, on accuse ceux qui en parlent de complotisme. Mais un jour, j'ai discuté de ça, du fait que bah, le pouvoir ukrainien, en fait, prenait des gens au profil très sulfureux comme modèle. Et lui me disait, oui, mais tu comprends, c'est un pays jeune, ils n'ont pas une longue histoire, donc ils prennent ce qu'ils peuvent comme héros nationaux. Ouais, Mais je suis désolé, mais pour moi, c'est pas une réponse satisfaisante. bien sûr. Mais voilà le discours qu'on pouvait entendre de la part des gens qui soutenaient l'Ukraine. Vous voyez? Ah oui, ouais, finalement, c'est pas si grave parce que, bon, les pauvres, voilà. On me disait aussi, oui, mais comme c'est un pays agressé, ils se défendent comme ils peuvent, donc, bah, ils prennent les références qu'ils peuvent et donc, finalement, bon, bah, ça passe, quoi. Bah, bon, pour moi, non. Et on les a laissés, en fait, donc, dans une sorte d'impunité à révérer des criminels de guerre.
et qui n'a fait que s'accentuer. Et depuis 2022, bah, maintenant, il n'y a plus aucune restriction quasiment dans le fait d'honorer des gens qui sont des criminels de guerre, en fait. Et je rappelle Euh, qu'on défend le pays au nom des valeurs, de nos valeurs, soi-disant, hein. Il faut quand même le oui, redire, et là, en mettre fait, en on a une contraste. inversion des valeurs quand on regarde bien. C'est C'est ça. ça qui est choquant. C'est exactement ça. D'ailleurs, vous dites Mm. Zelensky, à la base, c'était pas le plus radical. Il était même considéré comme trop pro-russe au début. Mais maintenant, il est sous la coupe des extrémistes, en fait, ce que vous expliquez. Il est poussé, en fait, pour sa carrière personnelle, sinon il n'est plus rien. Il est poussé à être sur les positions les plus. Alors, non seulement en interne, il y a aussi les pressions externes qu'on connaît bien, mais là, on parle de Mm. l'Ukraine. Il est poussé par les plus extrémistes aujourd'hui à avoir la position la plus extrémiste, alors que ce n'était pas tout à fait son cas au départ. Oui, ah bah, il a fait campagne en fait en 2019 pour Ouais. résoudre la guerre du Donbass, mettre fin à la guerre du Donbass. Donc pour la plupart des gens, cela voulait dire appliquer les accords de Minsk à l'époque. Et il disait même, je suis prêt à prendre des décisions impopulaires pour résoudre cette guerre, une bonne fois pour toutes. Et même dans son discours d'investiture à peine élu, il répète cet engagement. Et je me souviens l'avoir vu à l'époque, et il avait l'air même émotionnellement engagé dans cette perspective. Alors bon, après c'est un acteur, hein. Donc est-ce qu'il était Ouais, ouais, vraiment émotionnellement engagé? Bon, il c'est joue. sujet à interprétation. Mais très vite, en fait, dès qu'il a fait ce discours, il a reçu des menaces de mort explicites de la part de quelqu'un comme Dmitri Yarosh, qui est le fondateur de Pravi Sector. C'était un de ces mouvements d'extrême droite ultra violents qui était présent des Maïdan. Euh, et donc, quand ces gens-là font des menaces, on sait que c'est pas des menaces en l'air. Dmitri Yarosh disait, si Zelensky applique les accords de Minsk, il finira pendu en plein milieu de Kiev. Et quelques jours après, vous avez même un mémorandum, donc un document qui est sorti, et je me souviens bien l'avoir lu à l'époque. C'était de la part d'un collectif d'ONG ukrainiennes. Et ce collectif d'ONG ukrainiennes listait en fait tout un tas de choses, de mesures qui étaient pour eux des lignes rouges à ne pas franchir par Zelensky. Et ce qui est curieux, c'est quand on lit en détail en fait cette liste, on s'aperçoit que ça correspond presque en copier-coller à tous les objectifs politiques des États-Unis en Ukraine à ce moment-là. Ouais. Vous voyez? Fameuse ONG, C'est ouais. assez frappant. Et Mhm. à l'époque, bon, je pensais que cette ONG n'était pas forcément significative, donc j'avais un peu mis ça de côté. Sauf que des années plus tard, j'ai découvert à travers une interview d'un homme enfin c'était, alors j'oublie son nom sur le coup, mais c'était dans le livre, un expert américain de la politique américaine de ces années-là, qui est interviewé par Tucker Carlson. Mhm. Et cet expert fait référence à ce mémo, et il explique en fait que ce mémo, ça n'est qu'un ultimatum de l'État profond américain à Zelensky. Et là, je me dis, ah, ça c'est intéressant. Et j'ai repris le mémo. Et donc, j'ai ensuite lu la liste des donateurs de l'ONG qui a publié ce mémo. Et là, vous voyez tout l'État profond américain qui est listé. Vous voyez le département d'État, vous voyez l'USAID, vous voyez l'OTAN, euh, Ouais. Toujours bref, pareil. tout le monde, hein. Toujours pareil. Et là, à ce moment-là, vous comprenez, ok, bah, en fait, c'est pas un collectif d'ONG, c'est l'Occident qui a envoyé à ce moment-là un ultimatum à Zelensky, de manière indirecte. Oui, Donc, oui, on tout le monde ne imagine l'a pas bien. capté à ce moment-là, moi, y compris moi, Ouais. mais c'était ça que ça voulait dire. Et in fine, ça se terminait par, si vous enfreignez une de ces lignes rouges, il pourrait y avoir des troubles dans le pays. Autrement dit, on serait capable de créer des troubles façon Maïdan, et on pourrait éventuellement vous remplacer par quelqu'un d'autre. Et on Vous voyez? imagine que les pressions sur lui continuent aujourd'hui de la part des mêmes, à peu près. Enfin, Oui. sauf que Alors après, il est allé tellement loin, Zelensky, aujourd'hui, il peut plus revenir en arrière, si vous ah, voulez, il peut d'une plus. certaine manière. Et D'ailleurs, il on s'est va entouré parler. de gens qui sont tous notamment Dmitri Yarosh est devenu conseiller spécial du chef d'état-major des armées Tout à fait. en novembre 2021. Euh, bon, même le chef d'état-major des armées, Jaloujny, posait dans le portrait de Bandera. Donc maintenant, tous ces extrémistes ukrainiens en fait, tiennent les rênes du pouvoir véritablement. Et ils ont été soutenus, poussés par les Américains pour beaucoup à ces fonctions-là. Et donc Zelensky est cerné par ces gens-là, et même s'il voulait changer le cours des choses, je pense qu'il ne le pourrait pas.
Mais on en était déjà conscient en 2019. bien sûr. Je me souviens avoir discuté avec un diplomate français à l'époque. Il me disait, si Zelensky applique les accords de Minsk, il finira comme Yitzhak Rabin, hein. Euh, Et on sait comme Yitzhak Rabin a fini ouais, exécuté par un par un extrémiste extrémiste juif de son propre pays, ouais. de son propre camp, Ouais, hein, ouais, parce qu'il avait osé signer les accords de paix d'Oslo. d'Oslo, Voyez. tout à Et en fait. fait, on peut faire assez facilement un copier-coller sur les accords de Minsk et l'Ukraine. Voyez, la situation est très proche. C'est très très juste. D'ailleurs, vous expliquez une scène des petits retraités qui se réunissaient pour célébrer, maintenir une mémoire suite au Maïdan, et qui ont été menacés par un géant de 2 mètres de haut. Vous écrivez donc un de ces extrémistes. Ouais. Et en fait, sur lui, il n'y a jamais eu une menace de mort, hein, ni enquête, ni justice. Donc on voit comment année après année, ces gens-là ont pris le pouvoir complètement, ont été poussés au pouvoir, Oui. ce qui va en parallèle avec toutes ces lois pour faire la guerre à tous les russophones, par exemple. Vous dites, en Oui. février 2014, ils ont abrogé la loi sur les langues régionales, dont le russe. Mm. Pouchkine même était obligatoirement lu en ukrainien et les profs devaient se cacher pour le lire en russe. Par exemple, à Odessa, il y a eu toutes les lois en 2017, 2019. Même en 2019, aux élections locales dans l'Est du pays, des électeurs privés de leur droit de vote, 500 000 électeurs privés comme ça de leur droit de vote aux élections locales, parce qu'ils auraient mal voté, on imagine. Donc, quand on dit aujourd'hui c'est une démocratie, vous parlez aussi des fermetures de chaînes de télé, des interdictions de partis politiques d'opposition, les mises en résidence surveillée d'opposants à Zelensky. Quand on dit qu'aujourd'hui on défend une démocratie, c'est une vaste blague en fait. Oui, honnêtement, sur tout un tas d'aspects, on ne peut pas dire que l'Ukraine, à minima, est une démocratie modèle. Ça, c'est sûr. Et bon, et en fait, plus ça va, plus l'Ukraine a dérivé vers un régime dictatorial. Et aujourd'hui, pour moi, bah, d'ailleurs, le Zelensky a dépassé son mandat. Donc, on peut considérer que l'Ukraine aujourd'hui est une dictature. Il n'y a plus Oui, d'élection en Ukraine, hein. Alors, des gens vont justifier ça par le fait, oui, mais bon, comme ils sont en guerre, etc. Donc, on peut leur pardonner. C'est une question de choix, hein, à un moment donné, de faire des élections ou pas. S'ils voulaient faire des élections, ils le pourraient. Mais bon, c'est une absence de volonté d'organiser des élections. Moi, je connais des Ukrainiens qui sont exilés aujourd'hui en Occident, qui me disent, mais tout le monde déteste Zelensky. Enfin, tout le monde. Je pense que c'est les gens qui le fréquentent. Mais je ne pense pas que ce soit tout le monde non plus. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'Ukrainiens, notamment des Ukrainiens exilés, qui ne sont pas du tout dans l'admiration de Zelensky et qui ont quitté le pays parce qu'ils trouvaient que ça devenait invivable et que ce pays leur faisait peur. Mais ça, c'est un discours que vous n'entendez nulle part. Moi, je l'entends de la part d'Ukrainiens avec qui je communique, c'est si vous ça. voulez. Vous Et pour d'ailleurs, je revenir fais à une la... incise, mais je fais une incise simplement, j'y pense là, mais Ouais. vous, l'OSCE, vous avez rencontré Zelensky en personne pendant vos missions ou jamais? Alors c'est drôle parce que j'avais une de mes anciennes collègues de l'OSCE à travailler pour son administration. Oui. Et donc je me suis rapproché d'elle et parce que à l'époque, je voulais croire que Zelensky voulait vraiment changer les choses. Mhm. Et j'avais même rédigé une lettre à son intention. Alors ça me fait un peu sourire aujourd'hui. J'avais rédigé une lettre à son intention disant que voilà, je travaillais pour l'OSCE et que moi j'étais prêt à le soutenir pour en fait résoudre la guerre du Donbass. Et je lui disais voilà, il y a telle et telle mesure qu'il faudrait prendre et là je pense qu'on arriverait à résoudre ce conflit. Et j'avais donné cette lettre à ma collègue, mais qui m'a dit que non, elle ne la donnerait pas. Mais bon, j'étais pas très surpris. J'avais tenté un coup de poker. Mhm. Mais pour vous dire que je me sentais tellement frustré en interne à l'OSCE par rapport à la situation, je me disais, j'ai pas les moyens d'influer sur quoi que ce soit. Pourquoi pas tenter le coup de travailler avec celui qui prétend vouloir résoudre le problème à ce moment-là, et qui est au sommet de l'État. En plus, j'ai une connexion parce que quelqu'un travaille pour son administration. Donc, j'ai tenté cette carte-là à ce moment-là. Bon, sauf que bon, la personne n'a jamais donné suite et puis c'est resté lettre morte. Mais de D'accord, toute façon, quand on voit comment ça évolue aujourd'hui, ça aurait été une perte de temps, en fait, de ma part. peut-être, sûrement. Donc voilà pour la réponse. Pour reparler en fait des éléments qui faisaient pression au sein de la société ukrainienne, vous avez cité le cas de cette personne de 2 mètres de haut qui en fait terrorisait des petits retraités. En fait, c'était pas un cas isolé. Vous aviez beaucoup de gens qui étaient des anciens combattants, déjà on disait à l'époque, membres en fait des anciens membres des bataillons de volontaires qui ont été créés en 2014, qui déjà terrorisaient les campagnes du Donbass, qui étaient à la recherche de pro-russes, de séparatistes, etc. Ces gens-là, les plus en fait, les plus excités, ont été virés de leur propre bataillon parce que c'était incontrôlable. Mais ces gens-là, ensuite, on les retrouvait dans la rue
et on les retrouvait ensuite membres d'unités comme le Corps National. Le Corps National, c'était un mouvement politique créé par le fondateur du bataillon Azov, Mhm. qui regroupait tous ces gens-là. Et quand on discutait, nous, avec la police locale de Mariupol, en l'occurrence, et la police de l'Oblast, sur les menaces et les exactions de ces gens-là, la police nous disait, oui, mais bon, alors, il nous disait ça en off, hein, attention, c'est pas quelque chose qu'on écrivait dans les rapports. Mais il nous disait en off, si ce sont des gens du corps national qui commettent ces exactions, on ne peut rien faire. Parce que le corps national est protégé par le ministre de l'Intérieur, qui D'accord, ouais. s'appelait à l'époque Arsène Avakov. Vous Mhm. voyez? Et ça, on l'a su de plusieurs sources. Mais y compris de chefs de la police. Mes collègues qui rencontraient les chefs de la police disaient voilà le discours qu'on entend. Donc c'était Donc même une même la milice police officielle, en fait. nationale était terrorisée par ces gens-là, parce Ouais, qu'ils étaient protégés au plus haut niveau. ouais. Donc, et voilà comment un petit groupe d'hommes qui sont pas représentatifs de la population Mhm. peuvent mettre en coupe gardée ou en chasse gardée, Mhm. peuvent terroriser une nation entière, Mhm. en fait, quelque part. Et même, on voyait des vidéos à l'époque où ces extrémistes de Pravi Sector, etc., allaient dans les bureaux des députés pour carrément les frapper en leur demandant de signer des décisions sous la contrainte. Et ils filmaient leur pression sur les députés en pensant que bah, c'était après tout ce qu'il fallait faire. C'est tout à fait démocratique d'aller à 20 personnes dans le bureau d'un député, de lui foutre des baffes et d'exiger de lui qu'il signe des documents. Et, et voilà comment ces gens-là voyaient la politique. Hein, et on voyait des vidéos de ce genre, mais dès 2014-2015. Et donc ces gens-là terrorisaient leur propre classe politique. Mais si on les a laissés faire, c'est que probablement ça a arrangé des grandes puissances, peut-être en l'occurrence les États-Unis, euh, que ces gens-là finalement influencent tout le pays dans une direction extrémiste qui nous a mené à la catastrophe, la tragédie absolue qu'on connaît aujourd'hui en Ukraine. Aujourd'hui, Justement, l'Ukraine est un pays qui est saigné à blanc pour une idéologie nationaliste qu'on a encouragée pendant des années. Tout ça pour affaiblir la Russie, justement, quand on on voit y les choses sur le long vient. terme. Bah, très bien. Justement, on y vient. Vous écrivez donc ce chemin. Il y a tout un chapitre consacré au chemin qui mène à février 2022, l'attaque russe. Et on la comprend très bien dans ce contexte. Vous écrivez dans l'Ukraine de 2021, souhaiter que l'Ukraine puisse avoir de bonnes relations avec la Russie était déjà une trahison. Et vous dites, vous avez vu un grand coup d'accélérateur dans la radicalisation de l'Ukraine après l'arrivée au pouvoir de Biden. Donc on rappelle, Biden prend ses fonctions en janvier 2021. Le 20 Euh, janvier de mémoire. voilà, c'est ça. Et là, à partir de cela, c'est une succession de provocations faites contre les Russes pour arriver en fait à ce qu'ils attaquent. Avec le 15 décembre 2021, le refus qu'un la Russie proposait un traité de non-extension de l'OTAN, il a été refusé. Et on arrive à ce paroxysme de les quelques jours avant l'invasion, une école maternelle qui est bombardée, et ce bombardement est attribué aux Russes en zone séparatiste, alors que vous dites que probablement ce n'était pas le cas. Et encore aujourd'hui, sur la fiche Wikipédia, il est écrit que c'est attribué aux Russes, sans preuve. Oui, bah, il y a tellement de choses sur Wikipédia Donc qui sont fausse. en fait des contre-vérités, hein, notamment Bah, sur la guerre en Ukraine. Wikipédia, Et, c'est vraiment de la propagande, hein. Mais vous avez vu ouais. donc Mm. 2021-2022, vous avez vu comment ils ont construit les provocations en fait. Oui, alors ça, je l'ai vu avec le recul. Je l'ai pas vu parce qu'en 2021, en fait, je me suis éloigné de l'Ukraine. Je suis revenu dans la mission en décembre. Et là, en décembre, bah, j'ai essayé de me mettre à jour sur tout ce que j'avais raté. Et c'est là que j'ai constaté déjà qu'il y avait des décisions qui avaient été prises qui étaient radicales. Hein, on peut commencer citer par la première. Donc, le 20 janvier 2021, Biden prend les manettes du gouvernement américain. Et dans la foulée, le 2 février, Zelensky décide de fermer 3 chaînes de télévision nationales, jugées pro-russes. Ouais, le calendrier est Euh, intéressant, ouais. Ouais. et voilà, c'est 10 jours après. Ouais. Et c'est immédiatement soutenu par un message d'approbation de l'ambassade américaine, en disant ah bravo Zelensky, il a très bien fait. Et donc vous voyez tout de suite la corrélation. Et dans les 2 semaines après, vous voyez en fait le leader principal de l'opposition, qui est à ce moment-là, euh, son nom m'échappe. Enfin, c'était le chef du parti bloc d'opposition, plateforme pour Mhm. la vie. Medvedchuk, voilà, Medvedchuk. Mhm. Medvedchuk, qui à ce moment-là pesait 20% dans les sondages,
Mhm. est accusé de haute trahison. Il était accusé à l'époque d'avoir investi en Crimée. Alors bon, accusation ne veut pas dire culpabilité. Et donc, bah, du coup, on le met aux arrêts. Et on met aussi son principal adjoint aux arrêts, parce qu'il était impliqué pareil. Le principal adjoint était aussi le patron de deux des chaînes de télévision qui avaient été fermées de manière arbitraire du jour au lendemain. Ouais, vous expliquez ça. Ouais. Et donc, il y a clairement une offensive à ce moment-là contre l'opposition dite pro-russe. Et on en rajoute une couche en mars, donc un mois après, Zelensky signe un décret sur la reprise, la réintégration de la Crimée, et dans lequel il est dit explicitement que l'option militaire est sur la table pour reprendre la Crimée. Et là, alors, comme provocation vis-à-vis des Russes, on pouvait difficilement faire mieux. Bien sûr. Et je pense que ce décret est une des décisions les plus qui ont le plus compté dans la décision des Russes ensuite d'attaquer, parce qu'ils se disent là, il y a une menace concrète. D'ailleurs, quand on regarde le discours de Poutine du 7 février 2022, il commence sa réponse à une question un peu provocatrice d'un journaliste français qui lui demande est-ce que oui, enfin quand est-ce que vous allez envers l'Ukraine? Et il commence par répondre par le fait que la Crimée en fait. Il dit que pour l'Ukraine, l'Ukraine veut reprendre la Crimée. Or, nous considérons que la Crimée est russe. Donc, nous avons un désaccord de fond. Mais si l'Ukraine veut reprendre la Crimée et qu'elle intègre l'OTAN, à ce moment-là, déclenchera une guerre et l'OTAN sera en guerre contre la Russie. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Voilà, je résume, mais c'est ce que dit Poutine à ce moment-là. Et C'est le c'est le fameux jour jour où où j'ai Macron était compris, allé le voir avec la table géante. c'est ça. Et donc là, c'est dans la conférence de presse qui suit. Voilà. Et j'avais suivi ça en direct à l'époque, parce que j'étais responsable des affaires politiques à Odessa, donc je me faisais un devoir de suivre ça euh, du mieux que je pouvais. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que les Russes avaient intérêt non seulement à attaquer, mais à attaquer le plus vite possible. Parce qu'on Oui, était c'est dans un ça. contexte où bah, l'Ukraine ne cessait de se renforcer militairement, Ouais. exprimait ses claires intentions de tout faire pour reprendre ses territoires. Et à ce moment-là, vous avez les États-Unis et même les pays européens qui disaient l'Ukraine a vocation à rejoindre l'OTAN, c'est pas à discuter, c'est comme ça. Et donc les Russes se sont dit OK, il faut qu'on agisse maintenant parce que si on attend que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, ce sera trop tard. Vous C'est-à-dire voyez? que vous, à un moment, vous vous J'ai posez la compris ça ce question. jour-là. Voilà, c'est ça. Vous posez la question dans le livre, à un moment, vous dites est-ce qu'il est tombé, est-ce que Poutine est tombé dans le piège? Mais en fait, vous y répondez en disant mais en fait, il avait juste pas le choix. C'est-à-dire qu'on était au point où il pouvait y avoir même des missiles, des têtes nucléaires américaines en Ukraine ciblées contre la Russie. Et là, c'était ce que voulait absolument éviter la Russie. Et c'était Ouais. peut-être imminent. C'était peut-être imminent. Et si vous voulez, moi j'étais conscient de ça, de cette paranoïa des Russes par rapport à l'otanisation de leurs voisins, notamment de l'Ukraine, depuis très longtemps, depuis 2007, j'étais conscient de ça. Parce qu'à l'époque, je travaillais au ministère de la Défense. Oui. Euh, et je me souviens très bien avoir vu un télégramme de notre ambassade à Moscou, qui faisait de mémoire 8 pages, qui expliquait les raisons fondamentales pour lesquelles l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN était inacceptable pour les Russes. Mhm. Et ça allait très loin dans l'argumentaire, hein. Il y avait des raisons historiques, des raisons géostratégiques, pratiques. Et le premier sujet de tension, c'était la Crimée. Et donc, déjà, j'étais conscient de ça. Alors, la Crimée, bah, déjà, pour les Russes, c'est crucial à cause du port de Sébastopol, qui est Mhm. la seule base navale en eau profonde ouverte sur les mers chaudes qu'ils ont. Et en plus, c'est ouvert sur le Moyen-Orient, sur les routes du pétrole, enfin, etc. Donc, c'est une importance géostratégique cruciale pour les Russes. Et donc, la perspective de perdre le contrôle de cette base, pour eux, était totalement inacceptable. Puis en plus, Euh, historiquement, ça n'est pas une zone ukrainienne en réalité. Bah, la Crimée, en fait, était tenue par on appelait ça le Khanat de Crimée. C'était un petit État qui était plus ou moins lié à l'Empire ottoman, Mhm. mais qui était en fait très peu peuplé. Donc, les Russes l'ont conquis au XVIIIe siècle. Donc, Mhm. ils ont pris la possession au XVIIIe siècle de ce territoire et l'ont largement développé, en fait. Et ces terres sont restées russes jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Et à ce moment-là, quand l'URSS est créée, et ben les soviétiques créent la République socialiste d'Ukraine, qui intègre la Crimée et le Donbass, qui n'avait jamais fait partie de l'Ukraine avant, puisque l'Ukraine n'existait même pas, de toute façon, Ouais, ouais, ouais. historiquement. Oui, même la L'Ukraine Crimée est a un été donnée pays tout même un peu jeune. plus tard, je crois. Après la Seconde Guerre mondiale, la Crimée a été donnée à l'Ukraine. En fait, c'est les régions de l'ouest de l'Ukraine, actuellement de l'est de l'Ukraine, qui ont été conquises sur la Pologne
c'est qui ont ça. été rattachés très tardivement, pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait. Voilà, on est sur quelque chose de très Vous avez aussi des artificiel. zones près de la Roumanie qui ont été rattachées tardivement vers 1940. Mais en fait, le sud et l'est faisaient partie de la RSS d'Ukraine dès 1922 de mémoire. Mais bon, ça, c'était une décision des soviétiques. Euh, alors, quand on regarde la logique des soviétiques à l'époque, alors on dérive un peu du sujet de l'Ukraine à proprement parler, mais l'idée, c'était de mélanger les nationalités pour empêcher en fait qu'une quelconque république se rebelle sur une base Mhm. nationale. Donc, Mhm. on mélangeait toutes les nationalités entre elles. Parce que l'idée, c'était de créer l'homme nouveau, l'homo soviéticus, le communiste. Et Mhm. donc, il fallait affaiblir tous les nationalismes en mélangeant les gens. Et l'idée d'intégrer des gens qui étaient russes, qui habitaient déjà en Crimée ou dans le Donbass, ou même dans d'autres régions comme Dnipro ou Kharkov, bah, c'était d'affaiblir la Russie elle-même au sein de l'URSS pour l'empêcher d'avoir trop de poids. En plus, on construisait une RSS d'Ukraine qui avait une grosse part de l'industrie russe de défense déjà. Et pas que l'industrie de défense, aussi l'industrie minière, l'industrie métallurgique. On construisait, les soviétiques ont construit une sorte de contrepoids à la Russie comment dire, en coupant des parties de la Russie historiquement russe pour les rattacher à l'Ukraine. Ouais. Vous voyez? Et c'est ce qui est drôle, c'est en fait, bon, je précise que la Crimée a été rattachée en effet en 1954. Mhm. La Crimée elle-même. Le Donbass c'était 1922, mais la Mhm. Crimée c'est Oui, 1954 c'est ça. par Ouais. Khrouchtchev, décision de Ouais, Khrouchtchev. c'est ça. Euh, ouais, pardon, j'avais oublié ce détail. Mais Ça ce qui est change pas drôle grand aujourd'hui, c'est que chose, mais bon. Oui. oui, mais ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que l'Occident dans son ensemble Ouais. estime que les décisions de dictateurs soviétiques sont non négociables. L'Ukraine doit retrouver ses frontières de 91 Ouais. telles que définies par les soviétiques. Ouais. Et c'est quand même assez curieux comme renversement des C'est situations vrai. historiques. C'est Vous voyez? ironique, ouais. C'est vrai. Il y a une ironie. Ouais. Euh, Non, non, mais tout à fait. On voit bien à quel point leur argumentation est fragile et artificielle. On est sur d'autres enjeux. Et vous dites d'ailleurs, pour parler de solutions, vous êtes pro-référendum locaux d'autodétermination. Vous dites on l'a fait au Kosovo, pourquoi on ne pourrait pas le faire en Crimée ou au Donbass? Enfin, en Crimée, ça a été fait. En fait, ça a été fait un peu partout déjà, mais ça n'aurait pas été fait dans les règles de l'art, c'est ça. Donc vous pensez que c'est alors cette solution est toujours balayée par les observateurs ici en Occident, pro-ukrainien, pro-guerre. Vous dites pourtant c'est une vraie solution, une vraie bonne solution. oui, bah pour moi, c'est une question de principe, en fait, à Bien la sûr. base. Et ça, depuis que je suis engagé sur ces théâtres de crise, depuis la guerre civile en Bosnie-Herzégovine, enfin, en Bosnie-Herzégovine, en ex-Yougoslavie. Oui. Euh, donc, pour moi, bah, quand on a des conflits comme ça de territoriaux, la solution la plus pacifique, la plus simple, c'est d'organiser un référendum. Euh, à condition que ce soit organisé de manière suffisamment rigoureuse hein, pour Mhm. garantir que le vote soit respectable Mhm. et fiable. Mhm. Mais ça, les pays occidentaux, via les organisations internationales comme les Nations Unies et l'OSCE, ont les moyens de le faire. On a Mhm. les moyens techniques de s'assurer que un quelconque référendum soit fiable. On l'a déjà fait, et je le sais, puisque j'étais moi-même mêlé en Bosnie. L'OSCE, à ce moment-là, avait le contrôle total des élections. Pas dès 96, mais à partir de 97-98, on a pris le contrôle total du système. Oui. Et donc, c'est possible. Euh, et on peut après avoir une graduation de niveau de contrôle par une agence internationale et les autorités locales. Tout est possible, hein. On peut ajuster les curseurs selon les besoins et selon les desiderata des uns et des autres. On aurait tout à fait pu faire ça pour le Donbass ou pour la Crimée s'il y avait une volonté. Mais dès le début, l'Occident a écarté cette hypothèse de la table de manière, comment dire, radicale. Je me souviens très bien des déclarations de président Hollande et de Manuel Valls à l'époque, qui disaient tous les deux que les référendums de Crimée et du Donbass étaient illégaux et illégitimes. Alors, illégaux, Oui, évidemment, en bien vue du sûr. droit ukrainien, mais pourquoi illégitimes? Il Vous fallait voyez? même pas en faire en fait. Oui, Donc, ça veut dire qu'il fallait même pas en parler. ouais, bien sûr. Oui. Très, très, très Et résultat, révélateur. qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a une guerre qui fait des centaines de milliers de morts. Et peut-être qu'on a dépassé le million aujourd'hui. Personne ne connaît les chiffres véritables. Et Ouais, on voit même pas quand ça va s'arrêter.
Justement, Voilà le prix du sang à payer pour ne pas appliquer un principe de base qui aurait permis d'éviter le bain de sang. tout à fait. D'ailleurs, vous qui avez une très fine connaissance du terrain et des enjeux, et des gens là-bas, si vous deviez vous hasarder à une projection là, dans les mois qui viennent, vous pensez que ça va évoluer comment? Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je suis pas très optimiste parce que connaissant les nationalistes ukrainiens, leur façon de penser, ce sont des gens qui sont allergiques au compromis. Mhm. Pour eux, tout compromis est une trahison. Toute concession territoriale serait de la haute trahison. Mhm. Et pour eux, bah, il faut se battre jusqu'au dernier, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul Ukrainien qui tienne debout sur ses jambes. Pour eux, il faut former la jeunesse à la guerre à une guerre longue. C'est effrayant quand on suit la mentalité de ces gens-là, parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de réalisme. Jamais ils ne se disent on n'est pas en position de gagner. Pour eux, c'est une question de principe. On ne peut pas faire de concession territoriale, donc il faut se battre jusqu'au bout, C'est du jusqu'à ce fanatisme, que. fanatisme absolu et encouragé, Ouais, financé, armé par certaines puissances occidentales, malheureusement, dont la France. ouais. Oui, alors c'est une tragédie. Et en effet, alors ce qui est aussi tragique, c'est de voir que l'Occident, enfin maintenant les États-Unis commencent à tergiverser hein, sur ce qu'ils doivent faire ou pas avec l'Ukraine. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui fait mal au cœur pour nous Européens, nous Français, c'est de voir que on s'est engagé, même de manière officielle, hein, avec un traité de défense avec l'Ukraine, à faire le maximum pour que l'Ukraine récupère le contrôle de ses frontières de 91, Et Crimée y compris. Ce qui est, quand on connaît la position des Russes, ce qui est une garantie d'être dans une confrontation permanente avec la Russie, si ce n'est la guerre c'est la guerre directe. mondiale, c'est la guerre mondiale. C'est une prise de position suicidaire pour nous. Et de voir que nos dirigeants soutiennent ça, mais non seulement nos dirigeants, mais quasiment toute la classe politique, enfin, évidemment pas vous, mais toute la classe politique qui a des représentants à l'Assemblée nationale, Oui, ils ont laissé a passer l'air du de côté. soutenir cette vision, comment dire, extrême et Ouais, totalement irréaliste en plus. On tous. se dit, mais le bon sens a disparu. C'est extrêmement inquiétant. Pour moi, c'est extrêmement inquiétant. Euh, Pour et vous, la donc, bah, Russie, excusez-moi, mais la Russie, s'il y avait des forces françaises, britanniques de réassurance, même après un accord de paix hypothétique, le fait même qu'il y ait des soldats français, britanniques, etc., en Ukraine, c'est possible, c'est acceptable, vous croyez, pour la Russie? euh, bah, quand on regarde en arrière tous les conflits précédents, on sait que bien souvent, les nations occidentales envoient sur les théâtres de manière non officielle, soit bah, leurs propres services secrets, soit les forces spéciales. Hein, ça s'est beaucoup fait. On sait maintenant de manière quasi officielle que ça s'est fait en Libye. Euh, Ça s'est probablement fait, alors je reste prudent, en Syrie. Ça s'est souvent fait en Afrique. Euh, je veux dire, bon, on a des précédents. Donc l'idée qu'aujourd'hui il n'y aura aucun militaire français sous couverture en Ukraine, encore une fois, j'ai pas de preuve de ça, mais ça me Oui. paraît plus probable qu'improbable, si Mais vous là, je voulez. parle de Après, la force que veut annoncer Macron très officiellement, envoyer des milliers de alors soldats. après, voilà, après il y a l'idée d'envoyer des forces officiellement. Oui, C'est le stade d'au-dessus. ouais, Et là, si on envoie des forces officiellement sur place, bah, on sait, notamment par le discours de Piotr Tolstoï, ouais, hein, qui est membre je crois qu'il est la Douma. vice-président de la Douma russe, Ouais, hein. Il a annoncé la couleur. Déjà, s'il y a des soldats occidentaux qui viennent officiellement en Ukraine, ils seront des cibles. ouais. Nous ne permettrons pas que les puissances occidentales combattent avec l'Ukraine, ou Évidemment. même sur des bases arrières. Et donc, ils ont clairement lancé la couleur. Donc, qu'est-ce qu'on cherche si on envoie des forces? Est-ce qu'on cherche à provoquer un incident, à ce que on mette des gens, des soldats, nos propres soldats, qui soient en fait des cibles, pour qu'ensuite ils soient bombardés par les Russes, pour dire, ah, regardez, les Russes bombardent nos propres Voilà. soldats, donc il faut qu'on leur déclare la guerre. C'est ça qu'on cherche? On peut se poser la question, franchement. Manifestement, manifestement. Est-ce qu'on ne cherche pas tout simplement, avec cette escalade, à nous engager dans une guerre ouverte, officielle, avec la Russie? Mais là, on est dans une position, encore une fois, suicidaire. Il faut que les gens se réveillent. Euh, Et votre c'est, livre, c'est, il contribue fortement. ouais. Et vous aurez, pour finir, vous aurez des... enfin, vous travaillez plus avec l'OSCE, là, j'imagine. Mais est-ce que vous pouvez pas avoir des problèmes même avec l'OSCE parce que vous avez quand même dit des choses.
Non? Écoutez, c'était une des inquiétudes de mon Courageux, hein? éditeur. Hein. Mon éditeur avait une inquiétude par rapport à ça, pour tout vous dire. Mais bon, on a regardé les documents que j'avais pu signer quand j'ai signé mon contrat. J'avais signé un document dont j'oublie le nom en fait. Enfin, c'était comme un code de conduite. Voilà, un code de conduite. J'avais signé un Mhm. code de conduite. On l'a lu tous les deux. Et en fait, moi, je l'ai relu et on considérait qu'il n'y avait rien d'attaquable là-dedans, dans ma démarche. Ok. Par contre, quand j'ai quitté finalement l'OSCE en 2022, Mhm. ils ont essayé de nous faire signer ce qu'on appelle en anglais un DSA, non, un NDA, pardon, Non-Disclosure Agreement, Mhm. un accord de non-divulgation. Et ils nous ont mis la pression à tous les membres de l'OSCE qui étaient en fin de contrat, parce que la mission s'auto-dissolvait. Ils nous ont dit voilà, si vous ne nous envoyez pas les papiers administratifs avant telle date, vous serez obligé de signer un accord de non-divulgation. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai pressenti un piège. Et donc, j'ai fait tout mon possible pour envoyer tous les documents administratifs avant la date citée, pour ne pas avoir à signer cet accord de non-divulgation. Donc, je ne l'ai pas signé. Vous Super. voyez? Donc, je ne suis pas tenu par cet accord. Super. Et donc, je considère que j'ai le droit de dire ce que je dis. Voilà, en tant que citoyen. Et je me considère quelque part, en tant que lanceur d'alerte, parce que le sujet est tellement grave, on parle de potentiellement de Troisième Guerre mondiale. Ce que j'écris dans mon livre, pour moi, doit être mis sur la place publique pour le bien public. Et je parle de l'idée d'empêcher, si possible, l'escalade vers la Troisième Guerre mondiale. C'est la motivation profonde de mon livre, de mettre ça sur la table, c'est ça en fait. Vous voyez? Et donc, même s'il y a un risque pour moi quelconque en ce faisant, je considère que ça me dépasse. C'est au-delà de ma personne. Et si je me focalisais sur mes petites inquiétudes à ce niveau, ah oui, mais peut-être que j'aurai des ennuis, puis comment je vais vivre économiquement après ça. Et je me dis, bon, il y a trop d'enjeux, je franchis le pas. Vous voyez, moi, je suis un peu en fin de carrière. Hein. Moi, il y avait des gens beaucoup plus jeunes que moi dans l'OSCE qui étaient, eux, très réticents à parler parce que bah, ils sont encore jeunes. Ils ont besoin de faire carrière, ils ont la vie devant eux. Mais moi, je suis plutôt en fin de carrière. Vous voyez, j'ai pas les mêmes objectifs. Euh, et donc, je me dis, OK, bah, si quelqu'un doit prendre un risque pour mettre ça sur la table, je veux bien assumer ce rôle. Bah Voilà. écoutez, on va conclure là-dessus. Moi, je dis souvent que ce qui manque le plus aujourd'hui en France, c'est le courage. Bah, vous, vous êtes la démonstration qu'il y a encore des gens extrêmement courageux. Et c'est vraiment, on sent la sincérité. Votre livre, ce que j'ai vu en Ukraine, il est là sous la vidéo en description. Vous pouvez l'acheter. Il faut le faire. Et faites-le circuler, faites circuler la vidéo d'ailleurs. C'est un livre d'utilité publique, voilà, tous les Français, pour toute l'humanité, parce que c'est mon avis le plus documenté sur le sujet, c'est le livre référence. Il faut absolument l'avoir, le lire, le partager. Et s'il peut éviter, effectivement, s'il peut ouvrir des yeux et éviter le drame, alors il aura rempli sa mission et vous la remplissez déjà. Et vraiment, moi, j'ai juste à vous dire chapeau et bravo pour ce que vous faites et ce que vous dites parce que on sent étayé, c'est sincère et c'est extrêmement utile. Très, 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 très utile. Merci beaucoup, cher Benoît Paré. À très bientôt. On va Merci à suivre ça vous. de près. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Grand merci à Benoît Paré qui sera donc aux Assises de la souveraineté d'Arras le 13 septembre. Inscrivez-vous par le lien sous la vidéo en description. 5 € pour l'entrée, pour toute la journée, toutes les tables rondes. Il y a un parking gratuit, 800 places, la carte TGV à 5 minutes à pied. Bref, voilà, c'était un énorme succès 2023-2024, de plus en plus gros. Inscrivez-vous par le lien sous la vidéo en description. Ainsi que la réunion publique avant cela, samedi 21 juin, ça arrive, à Fréjus, dans le Var, entrée gratuite. Il y a un lien d'inscription pour Fréjus. J'ai le plaisir de venir vous voir en réunion publique. Inscrivez-vous, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, mais pensez à vous inscrire dès maintenant. Bien évidemment, merci de partager cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne YouTube. Un petit clic gratuit sur s'abonner aidera énormément. N'oubliez pas qu'il y a notre pétition nationale qui est sous la vidéo en description, à signer, à relayer. Et je vous attends aux patriotes. Si vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit dans cette vidéo, cette analyse incroyable, cette action que nous menons pour la paix, nous sommes les seuls à mettre les Français dans la rue, très nombreux, pour la paix, comme on l'a fait pour les libertés, pour les suspendus, pour le Frexit, comme on lâchera pas le morceau, comme on fait les procès contre von der Leyen, comme nous menons l'action politique, militante. Mais je peux pas le faire sans vous. Ensemble, on gagne. Ensemble, on gagne. Vous voyez bien que 2025 révèle tout. Ne serait-ce que cette vidéo le prouve aussi, mais c'est le moment de venir et d'agir. C'est le moment de venir, d'agir ensemble et de gagner. Ensemble, on gagne. Seul, on peut rien.
ensemble, on gagne. Vous pouvez adhérer ou réadhérer aux Patriotes dès maintenant, je vous y encourage. Mouvement qui n'a pas de financement public, qui est indépendant, attaqué par le système. Vous pouvez adhérer ou réadhérer, mais c'est le plus grand mouvement souverainiste de France. Largement. Vous pouvez adhérer ou réadhérer aux Patriotes dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé. Et une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran facile. Vous pouvez faire un don au mouvement pour nous permettre de faire plus d'actions comme Arras et tout le reste. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Les liens sont également sur les-patriotes.fr, notre site. Et je vous rappelle que notre mouvement n'a pas de financement public, rien. Et je vous rappelle qu'en plus, toute adhésion, réadhésion ou don au mouvement, pour vous, c'est 2/3 de défiscalisation. Vous mettez 100 €, ça enlève 67 € de vos impôts. Vous faites pas de cadeau à Bayrou et Macron, c'est bien. Vous aidez un mouvement indépendant et vous faites baisser vos impôts. Vous mettez 30 €, ça enlève 20 €. Vous mettez 300, ça enlève 200. Vous avez compris. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!